cri pour percer notre surdité. Ces mots, ce sont ceux de Michel Tournier, qu'il a écrit en 1970 dans Le Roi des Aulnes. Et 18 ans plus tard, c'est l'écrivain Paulo Coelho qui l'affirme à son tour, « Dans la vie, tout est signe ». Et la citation vient de son roman L'Alchimiste, qui a été vendu à 85 millions d'exemplaires dans le monde entier. Donc je pense qu'il est vraiment vital de comprendre ce monde des signes, même si aujourd'hui, la vie moderne, finalement, nous éloigne de cet autre monde fait de messages et de signes. Alors, si on fait un petit retour dans le passé, au XXe siècle, les sciences humaines ont mené une véritable croisade pour la rationalisation de la société. Ça, c'est ce qu'écrit la philosophe Vinciane Després. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Elle écrit de nombreux ouvrages sur la survie de l'âme, sur le lien entre les vivants et les morts. Et elle dit, oui, on a tout fait pour vraiment mener une vraie croisade pour la rationalisation de la société au début du XXe siècle. On ne pouvait pas avoir l'électricité et les esprits dans la même pièce. Voilà. Hein. Et ça, j'adore cette image parce que c'est tellement fou. Et donc, aujourd'hui, les gens sont quand même pétris de certitudes dites scientifiques. Et donc, tout ce qui évoque, la mort fait peur. La mort évoque le néant et finalement, on nous interdit presque cette réflexion sur l'au-delà. Et notre société hyper connectée, là pour le coup, réduit cette capacité à voir, à percevoir des signes. Et c'est pour ça que j'ai voulu intituler cette conférence « Tout est signe, il suffit d'ouvrir les yeux ». Et moi, je me suis fondée vraiment sur mon expérience personnelle, avec mon premier récit, Coccinelle, que j'écris après la mort de maman. Et on l'enterre dans son village natal, en Lorraine, il fait 5 degrés, on lui fait une très belle cérémonie. Et en pleine cérémonie, il y a une coccinelle qui surgit de nulle part et qui vient se poser sur la balustrade du banc. Et évidemment, à ce moment-là, je ne me dis pas, c'est maman qui m'envoie des signes. J'étais terrorisée, paniquée par la mort. Et du coup, peu à peu, j'ai compris que c'était elle qui se manifestait. Je ne parle pas de la réincarnation, hein. Je ne vois pas maman en coccinelle du tout. Mais je me suis souvenue ensuite que quand j'étais petite et qu'il y avait une coccinelle qui surgissait sur une fenêtre, sur un carreau, elle m'appelait toujours en me disant « Viens voir la coccinelle, Florence, fais attention, que le chat ne lui donne pas un coup de patte et tout ». Et ça m'est revenu, mais vraiment, je sais pas, j'avais 5 ans, 6 ans, 7 ans, et puis il y a des années au moment où j'ai commencé à écrire, et peut-être qu'elle s'est dit, elle se souviendra peut-être que la coccinelle, j'étais attachée aux coccinelles. Et c'est mon livre Coccinelle, c'est un livre qui oscille vraiment entre le réel, le surréel, le surnaturel et le rêve. Et tout part en fait d'un rêve que je fais de mon grand-père il y a 2 ans. Mon grand-père, donc pour vous resituer un peu le contexte familial, mon grand-père qui est né en Kabylie et qui en fait s'est marié. Et quand il a été visiblement très amoureux de cette jeune femme qu'il a épousée qui s'appelait Tassadit, et quand Tassadit met au monde papa, elle meurt en couche. Elle meurt en couche et en fait, mon père apprend le jour des obsèques de son grand-père, de son père, que cette femme qu'il a élevée jusqu'à ses 7 ans, c'était pas sa mère, mais sa tante. Et papa disait toujours, je me souviens de maman, elle me portait sur ses épaules, on allait m'emmener au pied de la montagne Jordora, on allait dans les figuiers, les oliviers, voilà. Et en fait, cette femme, un cousin venu d'Alger, qui était gendarme, que papa connaissait pas trop, lui dit, donc papa évoque ce souvenir, et le gendarme me dit, mais qu'est-ce que tu racontes là? Et c'était pas ta maman. Et mon père s'est un peu
comme ça, enfin, Okay. il a eu, oui, il n'a pas très bien pris. Il lui a dit, mais pourquoi tu me dis ça? Qu'est-ce que tu sais? Moi, je sais que c'était ma mère. Et il lui a dit, bah, moi, ce que je vois, c'est que tu ne sais pas. Et il a dit, qu'est-ce que je ne sais pas? Cette femme dont tu parles, c'était ta tante qui t'a élevée jusqu'à tes 7 ans. Elle est morte, paix à son âme. Et en fait, ta maman est morte quand elle t'a donné la vie. Et ton papa est parti à Paris. Il a fait partie de ces premiers Kabyles qui ont migré vers la France avec un courage inouï quand même. Je ne sais même pas. Et en fait, ce papa, à 7 ans, a été confié au père blanc, aux catholiques, jusqu'à l'âge de ses 16 ans et demi, jusqu'au jour où il va retrouver son père à Paris à 17 ans. Et donc, évidemment, mon père s'est effondré en larmes. Alors, c'est vrai qu'on peut se demander s'il n'a pas fait un déni, parce que peut-être qu'en Kabylie, quand il était petit, on lui disait « ta mère est morte, ta mère est morte ». Est-ce qu'il a réécrit l'histoire? J'en sais rien. Dans notre famille, c'était tabou. Papa a épousé une Lorraine. Il a été très accueilli par la famille de Lorraine. Et dans la famille, on pensait... il était presque dit que papa avait été abandonné par son père et que le père avait plaqué sa femme. Voilà. Et en fait, non. Et quand mon grand-père revient dans mon rêve, il y a presque 2 ans, il est mort, je le veille, et tout à coup, alors je suis très intriguée parce que je vois qu'il porte une chemise que moi je porte, enfin ça lui appartenait. Il porte un débardeur en laine que ma grand-mère de Lorraine lui avait tricoté et que ma fille porte aussi et que moi je porte. Et puis je me dis, je regarde mon grand-père, je vois ses mains, je pense à celle de papa, et quand je pense à celle de papa, je vois mes mains, et je me dis, tiens, c'est bizarre, il y a une filiation. Et toujours dans le rêve, tout à coup, je le vois bouger ses mains, sa main droite, entrouvrir un œil gauche, et je dis, mais grand-père, tu te réveilles, tu reviens à la vie. Et mon père et mon grand-père ouvrent le deuxième œil. Il me sourit, je vois tout, sa texture de peau, mais c'est inouï les rêves, comme quoi les défunts profitent des rêves pour venir en fait nous parler, nous délivrer des messages. C'est ce qui se passe pour moi. Et je vois mon grand-père ouvrir ses yeux, rire. Ah, ma petite fille, qu'est-ce que je suis heureux de te revoir. Je dis, grand-père, mais c'est incroyable, tu étais mort et voilà que tu reviens à la vie. Et il me dit, eh ben, tu sais, ma petite fille, je suis heureux de te revoir, moi aussi. Hein. Et je vois que tu as toujours les cheveux longs. Et je lui dis, mais oui, grand-père, mais moi aussi, je suis heureuse. Et il me dit, et tu sais, ma petite fille, je crois bien que je vais retourner chez moi dans 5 ou 6 jours. Et là, bim, je me réveille. Et je ne sais pas de quoi il a voulu parler. Mais le matin, je me réveille, je suis euphorique. Hein. Je dis, oh, j'appelle mes 2 sœurs, je dis, c'est génial, j'ai revu le grand-père, ça fait 20 ans qu'il est mort, il n'est jamais venu dans un de mes rêves et tout. Et je me dis, mais c'est inouï, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire? Est-ce que je veux retourner en Kabylie que j'ai quittée à la mort de ma femme? Ou est-ce que je vais retourner dans ma chambre d'hôtel à Paris où j'ai vécu toute ma vie? Voilà. Bon, alors, ça c'était pour vous pitcher le livre. Moi, dans le livre, bien sûr, je suis Pauline, hein, parce que j'ai un peu changé les prénoms, à l'exception de 2 prénoms, celui de papa, Mohand, et ma grand-mère, Tassadit. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite, après ce rêve? Parce qu'en fait, il y en a eu plusieurs, il y en a eu un autre aussi, qui a été un peu un déclic. Je me suis laissée porter, finalement, par mes intuitions, mes émotions. Et pendant l'écriture, je me suis sentie totalement accompagnée. Parce que je parle quand même... je me suis sentie accompagnée parce que il y a 4 narrateurs dans ce livre. Il y a Pauline, moi, il y a mon père, papa, qui parle quand il est petit et qu'il a 7 ans et qu'on va le déposer à l'orphelinat. Donc vous pouvez imaginer la souffrance de ce petit garçon à 7 ans jusqu'à l'âge de ses 16 ans. Il y a maman, Lorraine, qui va rencontrer papa dans les années 50. Papa, évidemment, était hyper beau comme un dieu, et lui, il ne va pas lui dire qu'il est kabyle parce que son maman, pendant sa Lorraine natale, la Kabylie, il ne savait pas ce que c'était, donc il se fait passer pour un Italien. Comme il avait la tchatche et un beau sourire, ça passait très bien, sauf que quand il a été question, parce qu'évidemment, ensuite elle l'interrogeait, après ça a été un peu plus compliqué pour une partie de la famille.
Voilà, mais bon, après, papa était hyper bien intégré et tout. Et il y a mon grand-père qui parle. Il a 18 ans quand je le fais parler. Et là, pour le coup, parfois, parce que je le décris quand il a 18 ans, et parce qu'au mois d'août, il allait chercher, couper du bois, parce qu'au pied de la montagne Giorgiora, les hivers étaient très rudes dans les années 30 et tout. Et donc au mois d'août, il fallait vraiment aller couper du bois. Et je l'ai imaginé sur une mule qui s'appelait Tila, qui était blanche. Alors pourquoi, j'en sais rien. Qui avait 3 traits noirs à l'encolure. Et mon grand-père était très attaché à cette mule. Moi-même aussi, à la fin du livre, j'étais presque, j'avais des larmes parce que finalement, je revivais. Alors, je n'ai eu aucune information. Mon grand-père m'a jamais parlé de la Kabylie, de sa vie. Comment c'est possible? Parce qu'il y a certaines personnes kabyles qui ont lu et qui m'ont dit, mais vous connaissez par cœur la Kabylie? Et jamais, jamais été. Donc je me dis que de la même façon, quand je décris la mort de ma grand-mère, son agonie, les mots me sont venus, je l'ai fait parler, et puis je pleurais en même temps, je dictais sur mon iPhone, après je retranscrivais, je pleurais, et je me suis quand même dit, mais comment c'est possible, 90 ans après, d'avoir autant d'émotions et d'avoir des larmes, alors qu'on n'en a jamais parlé dans la famille, que je savais qu'elle avait des cheveux longs, visiblement ma sœur aînée lui ressemblait, était brune, moi j'ai compris que je ressemblais à la tante, mais comment c'est possible? Je fais parler papa aussi quand il est à l'orphelinat, à première personne. C'est lui qui parle, et la douleur, on l'habille à l'européenne avec des souliers qui, à mon avis, ne devaient pas bien marcher, un pantalon, enfin une culotte courte de laine, de flanelle, de tout, alors que les pères blancs étaient en gandoura. Et lui, j'ai une photo que j'ai retrouvée avec un petit béret sur la tête et tout. Et donc, et aussi, quand j'ai imaginé qu'à 17 ans, il a pris le bateau d'Alger à Marseille, qui s'est retrouvé avec tous ces FMA, ces Français musulmans d'Algérie, qui ne supportaient pas cette promiscuité. Enfin, il y avait un chahut, il était vraiment. Enfin, il y avait plusieurs classes dans ce bateau, le El Mansour. J'ai imaginé qu'un cousin de mon grand-père l'avait emmené jusqu'au bateau, et j'ai décrit ce qu'il avait pu ressentir pendant toute la traversée, parce que quand on a 17 ans et qu'on quitte son pays natal et qu'on ne sait rien de ce qui pouvait s'appeler la France et encore moins de Paris, je me suis mis dans sa tête, et là je crois vraiment qu'il m'a fait passer ses sentiments, ses émotions, etc. Et donc, on peut dire que ça peut être de l'auto-persuasion, de l'auto-intoxication, mais pour écrire quand même des pages et des pages, je veux bien l'imagination, mais je pense qu'il y a aussi la mémoire cellulaire qui doit fonctionner. Et voilà, et ça, je l'ai vraiment découvert. Je me suis dit que, comme je fais parler comme mes 4 narrateurs entre maman, papa, mon grand-père, mon père, et puis vous verrez à la fin Tassadit et tout, ça m'a fait penser, je suis tombée sur André Gide, sur une phrase qu'il a écrite dans Les Faux Monnailleurs en 1925. Et il a dit le mauvais romancier construit ses personnages, il les dirige et les fait parler. Le vrai romancier les écoute et les regarde agir, et c'est d'après ce qu'il leur entend dire qu'il comprend peu à peu qui ils sont. Et moi, je pense que en fait, j'ai écouté papa, maman, mon grand-père, voilà. Et ça, Les Faux Monnailleurs, ça date de 1925. En fait, je me suis laissée porter je pense, par leurs espoirs, par leur désir d'une vie meilleure sur 3 générations, de 1920 à aujourd'hui. Alors, dans le monde des signes, il n'y a pas que des rêves. Il n'y a pas que des rêves. Hein. Dans mon livre, je finis par comprendre, Pauline finit par comprendre que les libellules qui font qui font irruption dans mon appartement, j'habite en plein cœur de Paris, je dois dire que
Jamais dans ma vie, enfin, moi je suis parisienne depuis toujours, j'ai jamais vu une libellule dans Paris. Jamais. Et quand j'étais en train d'écrire, d'essayer de visualiser Tassadit, cette grand-mère, je me disais, hein, je me souviens que j'étais dans notre salon, les portes, fenêtres ouvertes, il faisait beau, et voilà une libellule qui entre. Alors, à ce moment-là, mon mari est entré, et je lui dis, c'est quoi cet insecte? C'est une libellule, et donc il s'est approché, il m'a dit, oui, c'est une libellule. Et là, la libellule, donc lui, il est parti. La libellule, alors mes chats sont quand même montés sur le bureau pour aller voir. Et la libellule est ressortie. Je n'ai pas prêté plus que ça attention. Je ne faisais pas encore de lien avec ma grand-mère. Sauf que la libellule, elle est revenue taper à un carreau. Mais vraiment, je faisais comme taper comme ça, avec insistance, comme un petit hélicoptère. Là, mais il y a mes trois chats ont bondi. Surtout l'une, d'ailleurs j'ai fait un dialogue avec Duchesse qui est une chatte noire très intelligente, et elle et moi, on était, ah oui, non, il y avait qu'elle qui est remontée sur le bureau, fascinée, scotchée. Je regardais cette libellule, et après, mais elle est restée 15 secondes, comme si c'était toc-toc en me disant, oh, il y a un message, il y a quelque chose, mais je ne pouvais pas savoir, mais je me suis dit, mais c'est pas possible. Et tout à coup, je l'ai vue partir, reculer comme un hélicoptère, et partir. Là, je suis sortie sur le balcon. Et j'ai regardé. J'ai regardé et j'ai vu plus qu'un petit point dans le ciel. Là, j'étais scotchée. Et j'ai dit à mon chat, à Duchesse, Duchesse, tu savais parler, toi. Tu dirais, j'ai vu cette libellule. Il y a bien une libellule qui est entrée, qui est ressortie, qui est venue taper au carreau. Tu le dirais, toi. Ben oui, parce que qui peut croire ça? On se dit, oui, ça va un peu, ça va là? Ben oui, ben, la libellule est bienvenue. Je vais finir par comprendre et établir un lien avec Tassadit, c'est libellule, et vous allez voir pourquoi. Donc c'est vrai qu'au début, je ne comprends pas, je me dis c'est bizarre, etc. Voilà. Et quand j'en ai parlé à mon mari et tout, très cartésien, bah, c'était un peu une lutte, quoi. Parce que lui, c'était la raison, c'est le matérialisme. Oui, bah, Florence, attends, c'est ton interprétation, mais d'accord, ok, c'est mon interprétation. Alors, ce que je veux souligner aussi, c'est qu'aujourd'hui, c'est qu'on est dans une période où on a une addiction au portable. On est à l'affût de la moindre info, on regarde les photos, des vidéos, etc. Et du coup, on se déconnecte de la nature. Donc, il y a aussi beaucoup de gens, il y a des gens qui me disent, je ne vois pas de signes. Arrêtez de regarder la nature, regardez les arbres, regardez les fleurs, et là vous allez découvrir, peut-être vous aurez des signes qui vont faire écho à ce qu'a vécu votre maman qui est partie, votre enfant, etc. Et là, quand on pense que François d'Assise, il parlait aux oiseaux, il avait fait une prière, enfin il parlait frère loup, enfin il s'adressait à frère loup, voilà. Le problème aujourd'hui, c'est il faut être capable, être en capacité d'ouvrir son esprit et ses yeux, et surtout d'ouvrir ses yeux. Alors, bien sûr, au départ, moi, on peut trouver loufoque l'idée qu'un défunt nous envoie une coccinelle, un papillon, une libellule et tout. C'est Luc Ferry qui m'a fait découvrir ce poète mystique allemand, je ne connaissais pas, du XVIIe siècle, qui s'appelle Angelus Silesius. Voilà. Et lui, il a dit une chose incroyable, il a dit, puisque quand on ne comprend pas pourquoi un insecte, hein, la rose est sans pourquoi, elle fleurit parce qu'elle fleurit. La rose est sans pourquoi, pas simple, hein, elle fleurit parce qu'elle fleurit. Bon. Et en fait, ça a beau paraître très simple, c'est quand même lourd en sens, et c'est d'une profondeur, grande profondeur quand même. Elle fleurit parce qu'elle fleurit. Même si on a des botanistes, des biologistes qui ont vraiment analysé dans les moindres détails la photosynthèse et tout, il n'empêche que la rose est sans pourquoi, elle fleurit parce qu'elle fleurit. Donc là, déjà, ce poète, au XVIIe siècle, il dévoile une part de l'obscur, du mystère, de l'invisible, de l'indicible. Déjà, XVIIe. Voilà. Et qu'on soit chrétien, juif ou athée, enfin je veux dire, on est tous, on peut s'interroger sur finalement le mystère, l'indicible, la part de l'obscur. Et déjà, et Angelus Silesius, déjà au XVIIe siècle, disait
tenez-vous bien, ce qui manque au monde contemporain, c'est la contemplation. Voilà. Cette façon d'interrompre le cours du temps pour regarder la nature, pour se pencher sur sa vie passée, présente, future, se reconnecter avec l'essentiel. Voilà. Et alors, là, je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé il y a 3 ans. Donc, papa venait de mourir, je l'ai perdu le 1er mai en 2019, et j'étais pas là quand il est mort. Et ça a été un déchirement, et j'étais inconsolable, et ça a été horrible, horrible, vraiment horrible. Alors, je vais juste vous dévoiler une petite chose, c'est que quand on l'a enterré en Lorraine, donc avec maman, j'étais extrêmement stressée 2 heures avant l'enterrement, 1h30, etc. Et donc dans le pré, je voulais encore cueillir des fleurs du champ, enfin du pré, pour lui rappeler, pour qu'il ait un petit bout de terre comme ça sur son cercueil, voilà. Et donc je cueillais des narcisses et ma fille était à côté de moi. Et tout à coup elle me dit maman regarde. Je lui dis Carla on n'a pas le temps, vite 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 on est en retard. Maman arrête-toi, regarde ce qui arrive. Et là je vois, donc c'est comme ça, là je vois une biche qui arrive. Et là on est scotché, donc je la regarde, elle s'arrête et là ses yeux dans les yeux. Et le temps est suspendu. Mon mari qui l'a vu aussi, ma fille était à côté donc on regarde et elle me regarde. Et tout à coup, ça dure, je sais pas, 15 secondes, mais c'est très long. Et tout à coup, elle fait demi-tour et elle repart plus joyeuse, avec des seaux, des trucs, je sais pas d'où elle venait, enfin, d'un sous-bois, mais bon, bref. Et bien, vous savez, quand je suis après entrée dans l'église, que le cercueil est venu, tout ça, eh ben, j'avais plus de larmes. Je n'avais plus de larmes, les sœurs étaient effondrées déjà. Et moi, je pleurais pas, et je me suis même dit, mais la famille, ils vont se dire, elle est spéciale, elle pleure pas et tout. Et je pense que papa était à côté de moi en me disant t'étais pas là, mais t'es toujours là, t'es toujours dans mon cœur. Et voilà. Et c'était pour moi, je me sentais beaucoup mieux. Et alors, donc il meurt en mai, et en avril, on va à Gordes. Alors là, c'est incroyable. On va à Gordes, vous connaissez Gordes, hein, Oui. je suppose. Et à l'entrée du village, et il y a une grande photo, une immense photo. En fait, il y avait quelques photos qui étaient sur des maisons. Et il y a, donc c'était assez nostalgique, on voit un monsieur qui part dans les nuages avec sa valise, il est de dos. Et en légende, le charme de l'odeur. Alors moi je vois cette légende, mon mari, oui, il passe, etc. Ok. Bon, mais je la trouve nostalgique, presque, ça m'émeut quoi, cet homme avec son par-dessus, enfin, sa petite valise, des nuages blancs, gris, il y a quelque chose quand même de très touchant. Et voilà, et comme mon mari est historien, donc on va toujours dans les cimetières et tout, et là on regarde, donc à Gordes, il y avait, dans le cimetière, il y a vraiment un carré des tombes, enfin des fusillés par les nazis et tout. Et là tout à coup, on regarde les tombes, les noms, les âges et tout. Et là, je tombe nez à nez avec une tombe d'un jeune Italien, et la date de naissance de papa. Et là, je suis estomaquée. Et donc, je dis à maman, je dis, regarde, il me dit, qu'est-ce que c'est? Je dis, mais oui. Je dis, ah oui, c'est incroyable quand même. Il me dit, bah, prends une photo. Oui. Je prends une photo de la tombe. Quand même, j'en revenais pas. On poursuit le chemin, tout ça. Donc on est dans un petit chemin arboré, et puis il y a un petit tournant, et là il y a un écriteau qui devait annoncer l'indication d'une maison. Et là, je vois le nom de jeune fille de maman, Desrues, D-E-S-R-U-E-S. Là, c'est incroyable, enfin, la tombe de papa, la date de naissance, plus Desrues, etc. Et là, mon père me dit, mon grand-père me dit, mais c'est... mon mari, je veux dire, ça y est, ils sont tous là. Ça, c'est les farceurs, des fois. Oui, je crois qu'ils sont... Et je dis, il me dit, ah oui, c'est incroyable quand même, le nom, je dis, oui, et tout, Et donc là, je reprends une photo, et il me dit, haha, et t'es pas à la fin de, je sais pas quoi, de tes surprises et tout. Et lui, il pensait à une coccinelle, tout ça. En riant, on s'en va, on prend la voiture et on va à l'abbaye de Sénanque. Ah oui. Là, pareil, calme plat, des moines avec qui on parle,
rien, un champ de lavande, Majestueux. elle était en restauration et tout, Donc on reste, on parle des moines. Il y a une sorte de, c'est serein, c'est paisible, on est bien. Bon, on s'en va. Il me dit, bon, il faut retourner sur Avignon, hop. Donc on repart, on prend la voiture. Et là, juste, il y a une sorte de route, enfin, un peu, enfin bon, bref, arborée là. Et on s'arrête parce qu'il y a un croisement. Et là, au fond, il y a un sous-bois. Et là, je vois une biche arriver, puis deux. Et je dis, est-ce que tu vois ce que je vois là? Où je suis? Il me dit quoi? Je dis, regarde devant nous, regarde devant nous. Et là, on voit deux biches, et bim, elle nous regarde, elle s'arrête, elle nous regarde. Il y a une voiture qui passe, les biches auraient pu s'effrayer, partir, une autre voiture, et il dit, vas-y, sors ton bras là. Et alors moi, je prends mon portable et tout, et je tremblais, j'arrivais même, mais prends fil, mais je dis, mais j'arrive même pas, j'avais peur, j'ouvrais la fenêtre, mais j'avais peur qu'elle s'en aille et tout. Et là, je réussis à capter cette image incroyable. Et elles sont là, elles nous regardent, et ça dure. Et là, c'est incroyable. Et là, mon mari qui est cartésien, alors là, non, on n'y vient pas. Et tout à coup, il y en a une qui commence à partir. L'autre la suit. Alors, je ne sais pas qui était maman ou qui était papa. Je crois que c'était papa en dernier. Et il se tourne comme ça. Et il regarde. Il s'arrête et il regarde. Et après, il s'en va. Et là, je suis scotchée. Et là, je dis, mais qu'est-ce que c'est? Et je ne comprends pas tout de suite. Je ne comprends pas. On arrive dans notre maison, après Avignon. Et soudainement, Eureka à 22h, je dis, oh, j'ai compris, le charme de l'au-delà, j'ai compris. Et je dis, regarde la photo, avec le message, la tombe, le nom de papa, les deux biches, papa, maman. Papa était en train de me dire, j'ai retrouvé maman et je suis bien. Alors voilà, maintenant on peut dire, bon, hein, on en pense qu'on veut, mais moi j'ai compris ça, voilà, que c'était, et voilà. J'ai appelé mes sœurs en disant, sœur aînée, toujours cartésienne. Ah, tu crois? Bah oui, je crois. Donc, non, c'était tellement incroyable. Alors, bien sûr, c'est sûr qu'il y a des gens qui disent, ah, mais moi je reçois pas de signes, je comprends pas, j'en vois pas, etc. Alors, je dis toujours aux gens, il ne s'agit pas non plus de penser aux défunts seulement aux dates anniversaires, à la Toussaint, etc. Il faut aussi les associer à notre vie, à notre vie quotidienne. Moi, j'ai le portrait de papa dans mon bureau. Je dis salut, papa, nanana, je lui envoie des baisers, j'ai maman sur mon bureau, enfin papa au mur, maman sur un truc. Je leur parle. Et c'est ce que je dis aux gens, parce que en fait, les morts, comme dit Vinciane Després, ils veulent être souvenus. C'est son expression. Hein. Elle dit, oui, attention, les morts veulent être souvenus. Parce que, c'est-à-dire que les gens, une fois parce qu'on est quand même dans cette société où on évacue la mort et les morts. Hein, si on meurt seul à l'hôpital, surtout ne pas voir des morts. Hein, on les met à l'autre bout de l'hôpital. Bon voilà, maintenant il y a la crémation, donc il y a de plus en plus de gens, c'est la disparition, qu'est-ce qui restera? Après, s'il n'y a plus de cimetière, juste l'urne, les cendres qui sont éparpillées maintenant dans la mer et tout, la mémoire, que faire de la mémoire des défunts? C'est ça. Donc moi je dis, c'est quand même à nous de faire vraiment l'effort de continuer à leur parler, à vraiment. Et j'ai une dame là, qui m'a fait rire sur un salon et qui m'a dit, oh là là, elle avait perdu son père il y a 2 ans, vous avez entendu Angèle Pierre, je lui dis, alors vous n'avez pas de signe? Elle me dit, bah non, j'ai beau regarder, j'ai un jardin, rien du tout. Je dis, ah bon, mais c'est bizarre quand même. Je dis, bah oui, rien. Bon, alors maintenant, il faut dire que papa était quelqu'un de discret dans la vie. Ah, évidemment. Ben, je me suis dit que là-haut, il était encore plus discret, hein, totalement invisible et transparent, me dit-elle. Bon, voilà. Alors maintenant, je pense aussi, il y a des âmes qui s'éloignent. Je sais pas, il y a peut-être des âmes qui s'éloignent, qui sont contentes peut-être je sais plus avoir de lien avec le vivant, ou
c'est possible. Mais je pense que si on les garde à l'intérieur de soi, il y a un prêtre, le prêtre Maurice Zindel, c'est un prêtre suisse dans les années 70. Et le pape, je crois que c'était Pie VII, oui, était en admiration devant, Pie VII ou Pie IX, était en admiration devant enfin il le trouvait un peu complètement dingue et tout, mystique. Maintenant, tout le monde, enfin, il y a beaucoup d'ouvrages qui ont remis la lumière sur Maurice Zindel. Il a fait des prières magnifiques, et notamment une prière qui commence par, alors c'est une phrase qui est compliquée, l'au-delà est au-dedans. L'au-delà est au-dedans. C'est compliqué cette phrase, l'au-delà est au-dedans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on continue à faire vivre, que nos défunts, nos disparus sont en nous, et que si on continue, qu'on peut les continuer à les faire vivre en nous, et donc ils sont toujours là. Voilà. Et ça, je trouve que l'au-delà est au-dedans, c'est magnifique. C'est vrai que je vous ai parlé de l'âme, de l'âme. Aujourd'hui, le mot âme, c'est un mot qui a quasiment disparu. J'entends rarement les gens parler de la survie de l'âme. C'est un mot qui a été... Moi, je trouve... Elle est là, l'âme. Ouais, mais bon, parce que vous êtes très sensible. Oui. Après, je reçois. Mais voilà, mais vraiment, dans la majorité des gens, les gens ne disent pas l'âme de mon père ou l'âme... Rarement. Mais aujourd'hui, l'âme, les gens se penchent de plus en plus sur l'âme, la survie de l'âme. Robert Heidegger, philosophe, il a publié un livre qui s'appelle L'abolition de l'âme. Michel Onfray, là, Anima, vie et mort de l'âme. Donc il y a vraiment, on commence à se tourner de plus en plus vers nos morts, se préoccuper de la survie de l'âme, voilà. Donc c'est vraiment pas un hasard si aujourd'hui en 2023 ils font ces livres, et ils font le constat que notre monde, finalement ce monde déchristianisé a mis à mort pendant de longues années le concept de l'âme. Parce que si on reprend les Grecs, Socrate, Platon, Aristote, l'âme elle était au cœur de leurs pensées et de leurs réflexions. Voilà. Et bon, c'est dommage que... Et Heidegger et Onfray, eux, ils font le constat, ils emploient le mot déréliction. Ils font le constat d'une déréliction, c'est-à-dire d'une solitude morale absolue des individus, comme s'ils étaient abandonnés par tous, Dieu, la société, la famille. Et donc, on est tellement pétri aujourd'hui de certitudes scientifiques que la crainte du néant et de l'inconnu fait vraiment office de repoussoir, et nous empêche de penser à la survie de l'âme. Je ne sais pas si vous connaissez cet écrivain d'origine chinoise, académicien, François Schink. Il dit que délaisser l'âme, c'est prendre le risque de perdre notre humanité. Délaisser l'âme, c'est prendre le risque de perdre notre humanité. Et d'ailleurs, il dit, j'aime bien cette formule, il dit « l'esprit résonne, l'âme résonne ». Résonner. Voilà. Donc on a tous besoin de résonance qui finalement viennent consoler le vide d'un monde rationnel. Et autre formule qui me tient à cœur, je pense à comme Victor Hugo, qui a dit « à la mort, l'homme finit, l'âme commence ». Et d'ailleurs, je vais vous lire un extrait de l'oraison funèbre qu'il prononce devant la tombe d'Émilie de Putron. C'est la fiancée, elle a 30 ans, elle est traductrice, elle traduit Shakespeare, et c'est la fiancée de son deuxième fils, François-Victor, qui mourra après quelques années plus tard, et Hugo est dévasté de chagrin. Et il trouve cette mort intolérable, inexplicable. Et voilà. Donc je vais vous expliquer, je vais vous lire ce qu'il dit devant cette tombe. Alors, il dit, alors c'est dans Coccinelle, il dit « Le prodige de ce grand départ céleste qu'on appelle la mort, c'est que ceux qui partent ne s'éloignent point. Ils sont dans un monde de clarté, mais ils assistent, témoins, attendris à notre monde de ténèbres. Ils sont en haut et tout près, ô qui que vous soyez,
qui avez vu s'évanouir dans la tombe un être cher, ne vous croyez pas quitté par lui. Il est toujours là. Il est à côté de vous plus que jamais. La beauté de la mort, c'est la présence. Présence inexprimable des âmes aimées, souriant à nos yeux en larmes. L'être pleuré est disparu, non parti. Nous n'apercevons plus son doux visage, nous nous sentons sous ses ailes. Et là cette phrase qu'il reprend, en fait c'est Saint Augustin qui l'a prononcée, les morts sont les invisibles, mais ils ne sont pas les absents. Les morts sont les invisibles, mais ils ne sont pas les absents. Ce qu'il faut comprendre, c'est que finalement les disparus vivent sous une autre forme. Voilà. On ne les voit plus, ils sont dans une autre dimension, ils profitent de nos rêves pour entrer en contact avec nous, car le sommeil abolit la frontière entre le monde visible et l'invisible. L'âme du rêveur et l'âme du défunt finalement peuvent parler, et on parle le même langage, puisque moi je comprends mon grand-père. On peut communiquer, puisque moi, dans ce livre, dans ces libellules, autant là c'est l'apparition de signes, voilà, moi j'avais très peur de la mort, des morts, depuis que je suis petite, depuis que je suis enfant. Le fait d'avoir vu cette coccinelle et puis de comprendre que c'était maman m'a réconciliée avec la mort, je suis beaucoup moins effrayée par la mort. Et là, dans ces libellules, c'est-à-dire que ça va au-delà des signes, c'est-à-dire que les défunts, en venant dans nos rêves, peuvent nous transmettre des messages et peuvent nous demander d'accomplir des missions. Et moi, j'ai compris qu'il fallait que je remette dans la lumière cette grand-mère Tassadine dont on n'avait jamais parlé dans la famille, parce que, en fait, ce que je dis dans le livre, c'est que je me suis souvenue, quand j'ai commencé à RTL, dans les années 90, j'étais vraiment jeune journaliste, et mon grand-père était à l'hôpital Dieu à Paris, il n'était pas mourant, et en fait il est mort. Il a dit à l'infirmière, à 3 heures, elles sont venues le voir, l'infirmière m'a dit, je suis venue le voir à midi, enfin, pour lui servir son repas, et il a dit, à 3 heures je serai mort. Vous allez appeler ma petite fille, qui s'appelle Florence Valcassem, elle est journaliste RTL, vous allez lui dire ce que je vais vous dire. Et c'était, dites à ma fille que ma petite fille, que je vais enfin retrouver la seule femme que j'ai aimée, sa grand-mère, Tassadite. Et l'infirmière m'appelle, et moi moi mon souci c'était de dire, mais vous appelez pas mon père, pourquoi vous m'appelez moi? Et l'infirmière me dit, écoutez, votre grand-père a un sacré caractère, il m'a demandé de vous appeler, mais peut-être avez-vous perdu votre grand-mère récemment, Tassadite. Jamais entendu parler. Ah, je suis désolée. Et ensuite, en fait, ça m'est revenu. Et j'ai compris pourquoi. En fait, il est revenu dans mon rêve 20 ans après, mon grand-père, après sa mort, parce que je crois qu'il est mort intranquille. Parce qu'il n'avait pas dit la vérité à papa. Il n'avait pas dit que sa maman était morte. Et je crois que... Et voilà. Et donc, il s'est dit, peut-être, moi, dans les femmes de communication, dans le journalisme, transmettre l'information... Voilà, et je pense qu'il s'est tourné vers moi pour que je puisse relater l'information et faire quelque chose. Et là, en fait, j'ai remis dans la lumière Tassadite. Bon, c'est un peu fou, hein, mais je lui ai redonné une existence, parce que quand on elle devait avoir 22 ans peut-être, mourir comme ça en donnant la vie, il n'y a rien de plus terrible et de plus atroce. Et je suis contente parce que du coup, je leur ai donné de l'amour, je leur ai envoyé de l'amour, et je pense que j'ai réconcilié mon père et mon grand-père, parce que il y avait, de la même façon qu'il y avait un non-dit, il y avait un non-amour entre les deux. Voilà, forcément. Et donc, voilà, et donc je dis vraiment ouvrez les yeux, parce que dans les familles, il y a beaucoup de secrets, il y a beaucoup de non-dits, de choses taboues, et finalement, l'info peut venir des défunts. Hein. Alors on ne peut pas dire ça à tout le monde, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment trop scientifiques, enfin bien que, quand ça arrive à des gens qui sont pétris de certitude et qui tout à coup se disent « Ah mais il s'est passé ça », mais quand même, les gens sont amenés à réfléchir de plus en plus aujourd'hui, parce que la mort est de plus en plus aussi présente dans notre société, là, tellement avec ces guerres, il y a un climat quand même très anxiogène, et je pense que en se tournant vers ceux qu'on a aimés, qu'on a chéris,
Je pense que inconsciemment, on peut de nouveau, enfin, je veux dire, ça donne aussi une force intérieure et voilà, l'amour est là et puis, je pense que oui, ça donne de la sérénité. Moi, je pense que oui, j'ouvre la porte de l'espérance en racontant mon histoire parce que enfin, voilà, parce que quand les gens croient en rien, parce que parfois il y a des gens qui me disaient, vous savez, je crois pas en Dieu, ah, je crois pas dans les signes, je crois pas. Allez. Mais j'ai perdu mon fils et je m'en remets pas. Et donc là, voilà, il y a des gens qui sont inconsolables, qui demeurent inconsolables, que je vois, et qui finalement, après, achètent mon livre en disant je vais essayer, et puis on m'envoie des messages en disant oh, mais vous m'avez fait du bien, je pensais pas, ou je me suis retrouvée, voilà. Et ça, je trouve que c'est important. Moi, c'est vrai que moi, maman, c'est les coccinelles, papa, il y a les mésanges et les biches. Maintenant, je sais. Et même si je reçois plus maintenant, si parfois je reçois plus de signes, je me dis, j'ai plus besoin d'en avoir parce que je sais qu'ils sont là, qu'ils sont avec moi. Et que je pense que les défunts aussi libèrent de l'énergie, ils donnent de la force quand ils disparaissent. Voilà. Et je vais terminer cette conférence par une phrase qui appartient à un personnage de mon livre, et qui dit « Il y a toujours une étoile qui brille dans le ciel pour qui sait regarder. » Donc à vous de regarder, à nous de regarder. Voilà. Merci.